Il y a des moments dans la vie où la solitude devient un choix que l'on fait chaque jour. Monique Dubois a fait ce choix il y a 30 ans, et elle a vécu avec depuis. À 62 ans, elle est seule dans les montagnes du Massif central, loin de la fille à qui elle n'a pas parlé depuis des décennies. Lorsqu'un blizzard frappe et qu'un loup mourant s'effondre devant sa tente, elle est confrontée à une décision simple. Le laisser geler ou le laisser entrer. Elle ouvre le rabat de sa tente. Durant la longue nuit, la femme et le loup partagent leur chaleur en silence. Mais au lever du jour, le loup fait quelque chose d'inattendu. Il ne s'enfuit pas. Il marche jusqu'au bord du lac gelé et commence à creuser. Ce qu'il déterre ramènera Monique à une promesse qu'elle a rompue il y a bien longtemps. Qu'y avait-il d'enfoui sous cette neige? 3 semaines avant l'apparition du loup, Monique Dubois s'était réveillée au son du silence. Pas l'absence de son, remarquez bien, mais cette qualité particulière de quiétude qui s'installe sur le Massif central au début du mois d'octobre, le genre de silence qui vous enveloppe comme un manteau familier, lourd du poids des saisons qui tournent et du temps qui passe. Elle resta un instant dans son sac de couchage en toile, écoutant le murmure du vent dans les aiguilles de pin, l'appel lointain d'un corbeau, le craquement des branches qui se tassaient après le froid de la nuit. 62 ans, et elle pouvait encore sentir les rythmes de la montagne dans ses os. Elle se leva sans hâte, enfilant le même pantalon de laine qu'elle portait depuis près de 10 ans, rapiécé aux genoux avec des carrés de cuir découpés dans une vieille veste. Sa maisonnette de campagne, si on pouvait l'appeler ainsi, était plus un abri qu'un foyer. Une seule pièce, 4 mètres sur 5, construite de ses propres mains il y a 33 ans, quand elle et son mari étaient venus s'installer ici. Les murs étaient en rondins jointoyés, le toit un patchwork de tôle de récupération et de papier goudronné qui avait résisté à 3 décennies de neige et de pluie. Ses mains accomplirent la routine matinale sans y penser. Attiser le poêle à bois, vérifier le seau d'eau, enfiler des bottes qui connaissaient la forme de ses pieds mieux que n'importe quel être vivant. Le carnet en cuir usé était posé sur la table en bois brut où elle l'avait laissé 3 semaines plus tôt, ses pages blanches depuis lors. Elle avait cessé d'écrire. Impossible de dire exactement pourquoi, seulement que les mots s'étaient taris comme le lit d'un ruisseau en août. Dehors, l'air portait la morsure de l'hiver à venir. Trop tôt, pensa-t-elle en scrutant le ciel. Les trembles avaient à peine jauni, leurs feuilles encore plus vertes que dorées. Mais le vent racontait une autre histoire. Elle pouvait lire le temps comme certains lisent les journaux, et ce qu'elle lisait maintenant la rendait mal à l'aise. La propriété de Monique, telle qu'elle était, occupait une petite clairière à mi-hauteur du versant ouest des monts, assez loin de tout sentier pour que les randonneurs ne tombent jamais dessus, assez près d'une source pour que l'eau ne soit jamais un souci. Elle avait choisi cet endroit avec son mari à l'époque où ils étaient assez jeunes pour croire que l'isolement était synonyme de liberté. Nicolas Martin avait été bûcheron, fort comme les arbres qui l'abattaient, avec des mains qui pouvaient calmer un cheval effarouché ou construire la charpente d'une maisonnette en une semaine. Il avait voulu s'éloigner du bruit, disait-il, loin des patrons et des pointeuses et de la lente suffocation de la vie ordinaire. Monique avait voulu la même chose, ou du moins elle le pensait. Elle avait alors 29 ans, leur fille à peine 3 ans, et le monde d'en bas lui semblait trop tranchant, trop exigeant, trop plein d'attentes qu'elle ne pouvait satisfaire. Alors ils sont montés, ont construit leur vie à la hache, à la scie et à la détermination. Pendant un certain temps, ce fut tout ce dont ils avaient rêvé. Leur fille grandit, sauvage et capable, apprenant à pister les chevreuils avant de savoir lire, à allumer un feu sous la pluie, à se déplacer dans la forêt comme une ombre. Ils lui firent l'école à la maison avec de vieux manuels que Nicolas Martin ramenait 2 fois par an, lui enseignèrent les mathématiques avec les mesures du bois de chauffage et la biologie avec les créatures qui partageaient leurs montagnes. Mais les enfants grandissent, et les montagnes ne changent pas. À 17 ans, leur fille est partie. Elle est descendue à pied jusqu'à Aurillac et n'est jamais revenue. Monique se souvenait de ce jour avec le genre de clarté qu'exigent les souvenirs douloureux. La jeune fille s'était tenue à l'orée de la clairière, un sac sur le dos contenant tout ce qu'elle possédait, et avait dit « Je vous aime tous les deux, mais je ne peux plus respirer ici. » Nicolas Martin avait voulu la suivre, la convaincre de rester. Monique l'avait laissée partir. Elle comprenait déjà à l'époque que certaines personnes étaient faites pour le monde d'en bas et d'autres non. Elle avait supposé qu'ils auraient de ces nouvelles, que des lettres arriveraient, qu'il y aurait des visites. Il y en avait eu quelques-unes au début, des week-ends gênants où leur fille semblait être une étrangère, parlant avec des références qu'ils ne comprenaient pas, portant des vêtements qui paraissaient trop propres pour la montagne. Puis les visites cessèrent. Nicolas Martin dit que c'était naturel, que les jeunes devaient faire leur propre chemin. Monique fut d'accord, ou se le dit à elle-même.
Ils reprirent leur rythme, juste tous les deux. Et s'il y avait un vide là où leur fille avait été, eh bien, la montagne avait beaucoup de vide, on apprenait à les contourner. Il y a 15 ans, Nicolas Martin est mort. Crise cardiaque, soudaine et totale. Il était parti vérifier la ligne de piège, et comme il n'était pas rentré à la nuit tombée, Monique est partie à sa recherche. Elle l'a trouvé étendu sous un pin sylvestre, les yeux ouverts vers le ciel, une main tenant encore le bâton de marche qu'il avait sculpté dans du sorbier. Le sol était moelleux d'aiguilles de pin, et il avait l'air paisible. C'est ce que les gens auraient dit s'il y avait eu des gens pour le dire. Monique l'a enterré sur la crête où il avait toujours aimé regarder le soleil se lever, a marqué l'endroit avec des pierres, et a continué à vivre parce que c'est ce qu'on fait. On continue à vivre jusqu'à ce qu'on ne vive plus. Elle avait pensé à partir à ce moment-là, à descendre à Aurillac et à retrouver sa fille où qu'elle est finie. Mais 30 ans de vie en montagne l'avaient changé d'une manière irréversible. La pensée du bitume sous ses pieds, des bâtiments bloquant le ciel, des voix et des moteurs et du bourdonnement incessant de la civilisation lui serrait la poitrine. Alors elle est restée, se disant que sa fille était mieux sans une vieille femme des montagnes la ramenant dans une vie à laquelle elle avait échappé. Les années ont passé comme passent les années quand on est seul. Une saison se pliant dans la suivante, marquée par la migration des cerfs et la floraison des fleurs sauvages et la première neige de l'hiver. Elle entretenait la maisonnette, les lignes de piège, le jardin produisant assez pour compléter ce que la forêt fournissait. Elle ne parlait à personne, sauf à la gendarmerie locale qui passait de temps en temps, et ses conversations étaient brèves, des échanges superficiels qui ne laissaient aucune marque. La solitude, découvrit-elle, n'était pas la même chose qu'être seul. Être seul était un état de fait. La solitude était un choix que l'on faisait chaque matin en se réveillant et en décidant de ne rien changer. Maintenant, debout dans sa clairière, le vent d'octobre lui fouettant le visage, Monique sentait le poids de ses choix. Le carnet en cuir aux pages vides, la fille à qui elle n'avait pas parlé depuis des décennies, le mari enterré sur la crête avec seulement des pierres pour marquer son passage. Elle secoua la tête, irritée contre elle-même. Ce genre de pensée ne menait à rien d'utile. Il y avait du travail à faire, toujours du travail. Elle devait vérifier les provisions d'hiver, s'assurer que la cave était correctement scellée contre les souris et l'humidité. La cheminée avait besoin d'être ramonée avant que le vrai froid ne s'installe. Le bois de chauffage devait être fendu et empilé. La vieille tente en toile qu'elle gardait comme abri d'urgence avait une déchirure dans un coin qui nécessitait une réparation. Elle passa la matinée à ses tâches, se déplaçant avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui avait fait le même travail 1000 fois. Son corps lui faisait plus mal qu'avant. Les épaules raides par des années de transport d'eau et de fendage de bois. Les genoux qui se plaignaient les matins froids, les mains marquées de cicatrices et de callosités, la peau aussi rêche que l'écorce d'un arbre. Mais elle était encore forte, capable. Elle pouvait marcher 25 km sans s'arrêter. Elle pouvait pister un cerf sur 3 crêtes. Elle pouvait lire la forêt d'une manière que des personnes plus jeunes et plus en forme n'apprenaient jamais. La montagne avait été son professeur, et elle avait été une élève attentive. L'après-midi, elle avait assez transpiré pour enlever sa couche extérieure. Elle s'assit sur la souche qu'elle utilisait comme chaise et mangea un déjeuner froid de saucissons secs et de pommes séchées, arrosé d'eau de la source. Le ciel avait pris une qualité particulière. Des nuages s'accumulaient à l'ouest avec une densité qui annonçait l'arrivée du mauvais temps. Trop tôt pour de fortes chutes de neige. Mais la montagne ne consultait pas les calendriers. Elle étudia ces nuages pendant un long moment. Les lisant comme Nicolas Martin le lui avait appris. De hauts cirrus s'effilochant à partir d'un noyau sombre. Le vent changeant pour venir du nord-ouest. La pression chutant, faisant souffrir ses vieilles blessures avec une prédiction fiable. Une tempête se préparait, une grosse, arrivant en avance sur le calendrier. Monique prit alors une décision, le genre que l'on prend quand on a vécu assez longtemps dans des endroits sauvages pour faire confiance à son instinct. Elle monterait demain au lac des Cimes, vérifierait sa cache d'urgence. Si la tempête frappait pendant qu'elle était là-haut, elle avait la tente en toile et assez de provisions pour attendre. Mieux valait être préparée et ne pas en avoir besoin que l'inverse. Elle passa le reste de l'après-midi à se préparer. Emballa la tente, bien roulée et attachée à son sac à dos. Ajouta de la nourriture séchée, des allumettes dans un récipient étanche, des chaussettes de laine de rechange, une tasse en fer blanc et une petite casserole. Son couteau de chasse à la ceinture, la vieille boussole de son mari dans sa poche. Non pas parce qu'elle en avait besoin pour trouver son chemin, mais parce que la portée la faisait se sentir moins seule.
Le carnet attira son regard alors qu'elle vérifiait une dernière fois la maisonnette. Elle le prit, feuilleta les pages blanches, puis le reposa. Quoi que ce soit qui l'eût empêché d'écrire, quels que soient les mots qu'elle évitait, il pouvait attendre. Certaines choses devaient être vécues avant de pouvoir être écrites. Elle partit à l'aube le lendemain matin, le sac lourd sur ses épaules, le sentier familier sous ses bottes. Le lac des Cimes était à 5 heures de marche, grimpant à travers une forêt dense qui s'ouvrait sur des prairies alpines avant d'atteindre le cirque rocheux où se trouvait le lac, alimenté par la fonte des neiges et des sources qui ne tarissaient jamais. Elle avait fait cette randonnée d'innombrables fois. En été, quand les fleurs sauvages transformaient les prairies en mer de couleurs. En automne, quand les trembles brûlaient d'or et que les cerfs bramaient leurs défis à travers les vallées. Même en hiver, bien que ces voyages fussent rares et dangereux, nécessitant des raquettes et une extrême prudence. Aujourd'hui, la forêt semblait différente, agitée. Les oiseaux se déplaçaient, descendant en nombre, ce qui confirmait son intuition météorologique. Les écureuils étaient frénétiques, rassemblant et stockant avec une urgence qui parlait de temps difficiles à venir. Même le vent semblait porter un avertissement, soufflant à travers les arbres en rafales irrégulières qui faisaient craquer et se balancer les branches. Monique grimpa régulièrement, son souffle venant plus facilement qu'il n'aurait dû compte tenu de son âge. La vie en montagne vous endurcissait ou vous tuait, et elle avait toujours choisi d'être endurcie. Elle atteignit le lac en début d'après-midi. Il reposait comme un miroir dans son bol rocheux, reflétant les nuages qui couvraient maintenant la majeure partie du ciel. Sa cache d'urgence était dissimulée sous un surplomb sur la rive nord, une boîte étanche contenant de la corde, du fil de pêche, du matériel pour allumer le feu et quelques outils de base. Elle vérifia, trouva tout intact, et décida de camper avant que le temps ne tourne. La tente en toile fut montée rapidement, aubanée contre le vent qui commençait déjà à se lever. Elle ramassa du bois de chauffage parmi les pins rabougris qui poussaient près de la limite des arbres, construisit un foyer avec des pierres et alluma un petit feu. La température chutait rapidement maintenant, les nuages s'abaissant comme un couvercle sur une marmite. Au coucher du soleil, les premiers flocons tombaient. À la nuit tombée, le blizzard était arrivé pour de bon. Monique était assise dans sa tente, nourrissant de petites brindilles le feu qu'elle avait construit juste à l'extérieur de l'entrée, regardant la neige s'accumuler avec une vitesse effrayante. Ce n'était pas une neige ordinaire de début de saison. C'était le genre de tempête qui tuait les randonneurs non préparés et transformait des paysages familiers en labyrinthes mortels. Elle était préparée, cependant. Elle avait un abri, du feu, de la nourriture et assez d'expérience pour savoir quand se terrer et attendre. La toile de la tente claquait et se gonflait dans le vent, mais les piquets tenaient bon. La neige s'amoncelait déjà contre les côtés, ce qui aiderait en fait à l'isolation. Elle mangea un dîner frugal, plus pour maintenir une routine que par faim. But de l'eau fondue de la neige. Nourrit le feu avec précaution, sachant qu'elle devrait le maintenir toute la nuit pour avoir des braises au matin. Le froid était profond, le genre qui trouvait chaque interstice dans vos vêtements et se pressait contre votre peau comme un contact importun. Les heures passèrent. La tempête ne montrait aucun signe de faiblesse. Si quoi que ce soit, elle s'intensifiait, le vent hurlant à travers le lac avec un son semblable à des voix criant au loin. La neige tombait si épaisse qu'elle ne pouvait voir à plus de quelques mètres au-delà de son petit feu. Elle envisageait de laisser le feu s'éteindre et de s'enfermer dans la tente avec son sac de couchage quand elle entendit quelque chose. Pas le vent, pas le tassement de la neige sur les branches lourdes. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui bougeait là dehors, dans la tempête. Monique s'immobilisa. Tous ses sens en alerte. Des années de vie solitaire lui avaient appris à faire confiance quand quelque chose semblait anormal. Elle saisit le couteau de chasse à sa ceinture, bien qu'elle ne pût imaginer quelle menace pouvait se trouver là dehors par un temps pareil. Le son se fit à nouveau entendre, plus proche maintenant, un son bas entre un gémissement et un grognement, à peine audible par-dessus le vent. Puis elle la vit, une forme, sombre sur le blanc, trébuchant vers son feu. Au début, elle pensa que c'était une personne, un randonneur perdu pris dans la tempête. Mais à mesure qu'elle approchait, titubant à travers les congères, elle réalisa ce que c'était. Un loup, mais pas comme un loup qu'elle avait vu en 30 ans de vie en montagne. Celui-ci était énorme, pesant facilement 55 kilos, avec une fourrure si noire qu'elle semblait absorber le peu de lumière que le feu fournissait. Et il était blessé. Elle pouvait le voir même de loin. Il se déplaçait avec une démarche boitillante, favorisant son côté gauche, et son souffle sortait en halètement laborieux qui envoyait des nuages de vapeur dans l'air glacial.
Le loup s'effondra à environ 3 mètres de son feu, ses pattes cédant tout simplement. Il resta là, dans la neige, les flancs soulevés, et tourna la tête pour la regarder. Monique avait affronté de nombreux prédateurs dans sa vie. Ours, pumas, coyotes. On apprenait à lire leurs yeux pour savoir s'ils étaient curieux, défensifs ou dangereux. Les yeux de ce loup contenaient quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la reconnaissance, ou peut-être une supplique, quelque chose qui semblait presque humain dans son désespoir. Chaque instinct qu'elle avait affiné pendant 3 décennies lui disait de laisser la nature suivre son cours. Les loups étaient dangereux, imprévisibles. Celui-ci était en train de mourir, et interférer avec ce processus allait à l'encontre de tout ce que la montagne lui avait appris. On n'introduisait pas de bêtes sauvages dans son abri. On ne se mettait pas en danger pour quelque chose qui vous égorgerait tout aussi bien. Mais elle avait aussi appris que les instincts n'étaient pas la même chose que la sagesse, et que la sagesse signifiait parfois faire ce qui n'avait aucun sens. Monique regarda le loup, regarda sa tente, le petit espace qui contenait la chaleur qu'elle avait réussi à générer, regarda de nouveau le loup, observant son souffle ralentir, ses yeux commençant à se voiler avec le début de l'hypothermie. Elle pensa à sa fille descendant la montagne toutes ces années auparavant. Pensa à Nicolas Martin mourant seul sous un pin. Pensa à elle-même, choisissant la solitude chaque jour depuis 15 ans. Puis elle se leva, marcha jusqu'à l'entrée de la tente et ouvrit grand le rabat. « Allez, viens, dit-elle, sa voix rauque par manque d'usage. Si nous devons tous les deux mourir ce soir, autant le faire ensemble. » Le loup leva la tête, et pendant un instant, Monique pensa qu'il ne bougerait pas, qu'elle avait fait l'offre trop tard. Puis, avec ce qui devait être sa dernière réserve de force, il se traîna en avant. Centimètre par centimètre à travers la neige, laissant une traînée sombre derrière lui que Monique essaya de ne pas regarder. Cela prit une éternité. Le loup avançait de quelques centimètres, se reposait, puis recommençait. Monique resta où elle était, tenant le rabat de la tente ouvert, laissant la précieuse chaleur s'échapper dans la tempête. Quand le loup atteignit enfin l'entrée, elle s'écarta et il se hissa à l'intérieur, s'effondrant immédiatement sur le sol en toile. Monique ferma la tente, ses mains tremblant maintenant plus que de froid. Elle venait de faire entrer un loup mourant dans un espace clos à peine assez grand pour une personne. S'il décidait d'attaquer, s'il devenait agressif ou effrayé, elle n'avait nulle part où aller et aucun bon moyen de se défendre. Mais le loup n'attaqua pas. Il gisait là où il était tombé, respirant fort, de la vapeur s'élevant de sa fourrure sombre. Maintenant qu'ils étaient en espace clos, Monique pouvait voir l'étendue de ses blessures. Une profonde entaille sur son épaule, partiellement gelée, mais suintant encore. Ses pattes étaient déchirées et saignaient. Il avait voyagé durement à travers un pays brutal, fuyant quelque chose, ou se dirigeant vers quelque chose, avec une détermination sans faille. Elle remarqua autre chose aussi. Une légère ligne autour de son cou, visible là où la fourrure était emmêlée différemment. Pas une blessure exactement, plus comme une marque laissée par quelque chose qui avait été là autrefois. Un collier. Ce n'était pas un loup ordinaire. Quelqu'un l'avait possédé, ou avait essayé. L'avait élevé, peut-être, ou capturé. Et il s'était échappé, ou avait été relâché, et avait fini ici, au bout du monde, mourant dans un blizzard pendant qu'une vieille folle décidait de partager sa dernière chaleur avec lui. Monique s'adossa contre la paroi de la tente, aussi loin du loup que le petit espace le permettait. Les yeux de l'animal étaient maintenant fermés, sa respiration se stabilisant légèrement dans la chaleur relative. Elle pouvait voir ses côtes, les compter une à une à travers la fourrure mouillée. Il était affamé en plus d'être blessé. Elle avait du saucisson sec dans son sac. Du bon, bien séché. Elle en sortit un morceau, le tint un moment, puis le lança près du museau du loup. Les yeux s'ouvrirent, se concentrèrent sur la viande, puis sur elle. Lentement, prudemment, le loup prit le saucisson et le mangea, réussissant d'une manière ou d'une autre à rendre l'action reconnaissante plutôt qu'agressive. « Ne tigrez qu'habitue pas, dit Monique, sa voix sonnant étrange dans l'espace clos. Je n'ai pas grand-chose à partager. Mais elle lança un autre morceau quand même, et un autre, jusqu'à ce que le loup ait mangé à sa faim et se soit recouché, la regardant toujours de ses 2 yeux intelligents. La nuit s'étirait, longue et incertaine. Dehors, le blizzard faisait rage. À l'intérieur du petit abri en toile, une femme et un loup partageaient espace et chaleur. 2 créatures qui auraient dû être ennemies, ou du moins étrangères, liées par les circonstances et le choix. Monique appuya sa tête contre la paroi de la tente et ferma les yeux.
demain, s'ils survivaient tous les deux, elle trouverait quoi faire. Pour l'instant, il n'y avait que le son de la respiration, la sienne et celle du loup, et le hurlement du vent qui les voulait tous les deux morts. Elle avait fait des choix plus étranges dans sa vie, bien qu'à ce moment précis, elle ne put en trouver aucun. L'aube arriva lentement, filtrée à travers des couches de nuages et de neige tombante qui avaient à peine diminué pendant la nuit. Monique se réveilla d'un sommeil dans lequel elle n'avait pas l'intention de tomber, le cou raide d'avoir été appuyé contre le mât de la tente, son corps endolori par le froid malgré le petit feu qui brûlait encore. Le loup était vivant. Ce fut sa première pensée, suivie rapidement par la surprise que cela lui importait tant. L'animal gisait en boule serrée près du feu, sa respiration régulière et forte. La crise était passée. Quels que soient les dommages internes que le froid et la blessure avaient causés, le corps du loup avait décidé de se battre plutôt que de se rendre. Monique bougea prudemment, ne voulant pas le surprendre. Dehors, elle pouvait entendre le vent souffler encore en rafale, mais avec moins de fureur que pendant la nuit. La tente avait accumulé une sérieuse quantité de neige, les murs se bombant vers l'intérieur sous le poids. Elle devrait la dégager bientôt, avant que la toile ne se déchire ou que toute la structure ne s'effondre. Mais d'abord, pendant que le loup dormait, elle devait mieux regarder cette marque de collier. Elle s'approcha, se déplaçant avec la même lente patience qu'elle utiliserait pour approcher n'importe quelle créature sauvage. Les oreilles du loup tressaillirent, mais il ne se réveilla pas. De près, dans la lumière grise du matin filtrant à travers la toile lourde de neige, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués pendant la nuit. La marque n'était pas juste une simple ligne. Elle était précise, constante tout autour, suggérant que ce qu'il avait fait avait été soigneusement ajusté. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui la fit se pencher plus près malgré le risque. De petites cicatrices, espacées régulièrement, comme la marque de trop de boucles ou de points de réglage. Ce n'était pas un simple collier. C'était quelque chose de plus sophistiqué, quelque chose destiné à être permanent. Ses doigts se dirigèrent vers le cou du loup, attirés par la curiosité et le besoin de comprendre. Au moment où sa main arriva à quelques centimètres de la fourrure, les yeux du loup s'ouvrirent brusquement. Monique se figea, sa main suspendue en l'air, s'attendant à un grognement ou à une morsure. Au lieu de cela, le loup resta complètement immobile, la regardant, attendant. Lentement, prudemment, Monique laissa ses doigts toucher la fourrure à la base du cou du loup. L'animal se tendit, mais ne recula pas. Elle traça la ligne du collier, sentant où la fourrure poussait différemment, où le vieux tissu cicatriciel créait de subtiles crêtes sous ses doigts. « Quelqu'un t'a gardé longtemps » murmura-t-elle. « T'a entraîné. » Mais pourquoi? Le loup resta immobile sous son contact, et Monique ressentit une vague d'émotion inattendue. Cette créature avait connu la captivité, avait porté des contraintes, avait vécu sous le contrôle de quelqu'un. Pourtant, il était là, libre, mais la cherchant avec un but. La contradiction lui serra la poitrine. Elle retira sa main, et le loup se leva immédiatement, se balançant légèrement de faiblesse, mais déterminé. Il se dirigea de nouveau vers l'entrée de la tente, poussant contre la toile avec son museau. « La tempête n'est pas encore finie, » dit Monique. « Tu as vu comment c'est dehors. » Mais le loup insistait, la regardant avec ce regard significatif, puis son sac, où la boussole était encore visible de l'examen de la nuit dernière. Monique soupira et rampa jusqu'à l'entrée, ouvrant juste assez le rabat pour regarder dehors. La neige tombait encore, mais pas avec la violence de la nuit précédente. Les congères étaient énormes, 1 mètre de profondeur par endroits, et le lac lui-même était complètement obscurci. Le monde n'était plus que blanc et gris. Tous les repères effacés. « Nous sommes piégés, dit-elle. Même si je voulais y aller, ou que tu penses que nous devons aller, nous ne pourrions pas. Pas dans ces conditions. » Le loup émit un son, bas et frustré, ressemblant remarquablement à un grognement d'agacement plutôt qu'à une menace. Il arpentait le petit espace de la tente, 3 pas dans un sens, 3 pas en arrière, son agitation évidente. « J'ai dit que je te suivrais quand la tempête se calmerait, » lui rappela Monique. « Je tiens ma parole, mais aucun de nous ne survivra si nous essayons de voyager dans ces conditions. » L'arpentage cessa. Le loup s'assit, la fixant avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Puis, délibérément, il se coucha et posa sa tête sur ses pattes, maintenant toujours le contact visuel. Le message était clair. « Très bien, nous attendrons, mais nous partirons. » Monique secoua la tête, stupéfaite par la clarté de la communication. «
Tu n'es pas un chien-loup ordinaire, dit-elle. Celui qui t'a entraîné savait ce qu'il faisait. Elle repensa à des histoires qu'elle avait entendues au fil des ans, principalement de la part des gendarmes qui passaient. Des histoires sur des programmes expérimentaux, sur des tentatives de créer des animaux de recherche et de sauvetage aux capacités améliorées. La plupart se soldaient par des échecs car les loups, même les hybrides, étaient trop imprévisibles, trop sauvages. On ne pouvait pas leur faire confiance pour suivre des ordres de la même manière que les chiens. Mais ce loup était différent. Il avait un but au-delà de la survie. Il avait une mission qu'il était déterminé à accomplir, même blessé et à moitié affamé. Ce genre de concentration unique témoignait d'un entraînement qui allait au-delà des simples ordres. Cela parlait de lien, d'une relation entre l'animal et son maître qui créait une loyauté assez profonde pour supplanter même les instincts de base. Qui t'a entraîné ? Demanda doucement Monique. À qui appartenais-tu ? Les oreilles du loup se dressèrent à la question comme s'il comprenait, comme s'il essayait de répondre, mais ne trouvait pas le moyen. Un souvenir refit surface, sans y être invité. Nicolas Martin, assis près du feu pendant l'un de leurs premiers hivers sur la montagne, parlant des chiens qu'il avait connus dans son enfance. Les plus intelligents, avait-il dit. Ils comprennent plus que nous ne le pensons. Ils nous lisent mieux que nous ne nous lisons nous-mêmes. Parfois, je pense qu'ils savent ce dont nous avons besoin avant nous. Monique avait ri à l'époque, l'accusant de sentimentalité, mais en regardant ce loup maintenant, en voyant l'intelligence dans ses yeux et la détermination dans sa posture, elle se demanda si Nicolas Martin n'avait pas eu raison. Peut-être que certaines créatures comprenaient plus que nous ne leur en donnions le crédit. Peut-être que ce loup savait quelque chose qu'elle ignorait. Quelque chose d'assez important pour le pousser à traverser une tempête meurtrière pour la trouver. Mais pourquoi elle ? Cette question la taraudait. Elle n'était personne, juste une vieille femme vivant seule, déconnectée de tout et de tous. Qu'est-ce qu'un loup entraîné pouvait bien lui vouloir ? À moins que... La pensée la frappa avec assez de force pour lui couper le souffle. À moins que le loup n'ait pas été envoyé à elle au hasard. À moins que quelqu'un ne l'ait spécifiquement dirigée pour la trouver, quelqu'un qui savait où elle était, qui elle était, quelqu'un qui voulait qu'elle aille quelque part, qu'elle voie quelque chose, qu'elle fasse quelque chose qu'elle avait évité. Elle pensa à sa fille, la seule personne au monde qui connaîtrait son emplacement. Mais cela n'avait aucun sens. Pourquoi sa fille enverrait-elle un loup ? Pourquoi ne pas simplement venir elle-même ou envoyer un message par l'un des gendarmes, à moins que sa fille ne puisse pas venir ? À moins que quelque chose ne se soit produit qui rendait tout contact direct impossible. Les mains de Monique se mirent à trembler. Elle avait passé 15 ans à se dire que sa fille allait bien, qu'elle vivait sa vie quelque part dans la civilisation, heureuse sans le fardeau d'une mère montagnarde. Elle avait rendu cette histoire si solide dans son esprit que la remettre en question, c'était comme rouvrir une vieille blessure. Mais et si l'histoire était fausse ? Et si quelque chose avait changé et que ce loup était le message, le messager ? Le chemin du retour vers une connexion qu'elle pensait définitivement rompue. S'agit-il de ma fille ? Demanda-t-elle au loup, entendant le tremblement dans sa voix. Quelqu'un t'a envoyé à cause d'elle ? Le loup se leva de nouveau, s'approcha assez près pour qu'elle puisse sentir son souffle chaud contre son visage froid. Il soutint son regard, et à ce moment, Monique vit quelque chose qui ressemblait remarquablement à une confirmation. Comme un « oui ». Comme un « enfin, tu comprends ?» Sa poitrine se serra, la peur et l'espoir se mêlant en quelque chose de douloureux, quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Si quelque chose était arrivé à sa fille, si on avait besoin d'elle. Mais elle avait abandonné ce rôle, y avait renoncé volontairement en choisissant la montagne plutôt que tout le reste. Elle n'avait pas le droit de le reprendre maintenant. Pas le droit de se dire mère après 15 ans de silence. Je ne sais pas si je peux faire ça, murmura-t-elle. Le loup se pencha en avant et, avec une douceur choquante, pressa son museau contre son épaule. Le geste était si clairement destiné à réconforter, à encourager, que Monique sentit les larmes lui piquer les yeux pour la première fois depuis des années. D'accord, dit-elle, la voix rauque. D'accord, quand la tempête se calmera, nous irons. Où que tu doives me mener, je te suivrai. Le loup recula, et si Monique ne l'avait pas su mieux, elle aurait juré qu'il avait l'air satisfait. Il se recoucha près du feu, ferma les yeux et se reposa avec l'air de quelqu'un qui avait accompli une tâche importante. Monique resta assise dans la tente sombre, écoutant le vent et la respiration du loup, et sentit les murs soigneusement construits autour d'elle commencer à se fissurer.
30 ans d'isolement, 15 ans de solitude choisie. Tout cela maintenu par la conviction qu'elle était mieux seule, que les liens ne menaient qu'à la douleur. Mais peut-être, pensa-t-elle en regardant le loup dormir, peut-être que certaines douleurs valaient la peine d'être vécues. Peut-être que certains liens valaient le risque. Dehors, la tempête continuait, mais avec moins de conviction maintenant. Le pire était passé. L'après-midi, la neige s'était ralentie à des averses éparses. Le soir, elle cessa complètement, et le matin, lorsque l'aube se leva, claire et nette sur un paysage transformé, le loup se tint à l'entrée de la tente et la regarda avec une signification indubitable. Il était temps de partir. Le monde au-delà de la tente était méconnaissable. La neige avait transformé le paysage familier en quelque chose d'étranger et de vierge, effaçant les sentiers et les repères sous une couverture de blanc qui scintillait au soleil du matin. Le lac était maintenant complètement gelé, sa surface cachée sous la neige qui s'était accumulée en forme fantastique, comme des vagues figées en plein mouvement. Monique emballa son équipement avec un soin délibéré, consciente que le loup observait chacun de ses mouvements. L'animal était plus fort ce matin, se déplaçant avec plus d'assurance malgré le boitement visible de son épaule blessée. Il avait mangé le reste de son saucisson sec sans hésitation, et elle le lui avait donné volontiers, sachant qu'ils auraient tous les deux besoin de force pour ce qui les attendait. « Je ne sais pas dans quoi nous nous engageons, dit-elle en roulant la tente. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, mais j'ai fait une promesse, alors nous y allons. » Le loup attendit patiemment qu'elle finisse de faire son sac, puis partit immédiatement à travers le lac gelé, non pas vers le nord-est comme la boussole l'avait indiqué la nuit dernière, mais vers l'est, en direction d'une ligne de falaises que Monique savait mener à un pays plus profond et plus accidenté, des endroits où elle s'aventurait rarement car le terrain était trop traître, trop isolé même selon ses propres normes. Ils se déplacèrent lentement dans la neige profonde, le loup ouvrant la voie avec effort, Monique suivant ses traces. Le soleil était brillant mais fournissait peu de chaleur, et son souffle formait des nuages qui flottaient dans l'air calme. Chaque pas demandait de la concentration. Une mauvaise position pouvait signifier une chute, une cheville tordue, ou pire, dans un pays aussi isolé. Après une heure de marche difficile, ils atteignirent la lisière des arbres. Le loup s'arrêta, se retourna pour vérifier qu'elle le suivait toujours, puis continua dans la forêt. La neige n'était pas aussi profonde ici, retenue par la canopée, et le mouvement devint plus facile. L'esprit de Monique vagabondait pendant qu'elle marchait, suivant la forme sombre devant elle à travers les bois silencieux. Elle repensa à la dernière fois qu'elle avait vu le visage de sa fille. 17 ans, déterminée et effrayée à la fois, debout à l'orée de leur clairière avec un sac contenant tout ce qu'elle possédait. « J'écrirai » avait dit la jeune fille. « Je promets que j'écrirai. » Et elle l'avait fait, pendant un certain temps. Des lettres étaient arrivées, livrées par les gendarmes qui faisaient la longue marche pour prendre des nouvelles du couple isolé. Des lettres pleines de détails sur une vie que Monique ne pouvait pas tout à fait imaginer, des candidatures à l'université, des petits boulots, des amis aux noms qui semblaient tous interchangeables. Puis les lettres s'étaient arrêtées, et Nicolas Martin avait dit que c'était naturel, que les jeunes gens étaient occupés par leur vie, qu'ils auraient de ces nouvelles quand elles seraient prêtes. Mais ils n'en ont jamais eu. Ou plutôt, Monique n'en a jamais eu, car Nicolas Martin est mort avant que d'autres lettres n'arrivent, si tant est qu'il y en ait eu. Elle se dit que le silence était le choix de sa fille, que la jeune fille était passée à autre chose et avait oublié ses parents montagnards. Maintenant, marchant péniblement dans la neige derrière un loup qui ne devrait pas exister, Monique se demanda si elle ne s'était pas trompée sur toute la ligne. Le loup s'arrêta brusquement, si abruptement que Monique faillit lui rentrer dedans. L'animal se tenait rigide, fixant quelque chose devant lui. Monique suivit son regard et vit une trouée dans les arbres, une ouverture qui menait à ce qui ressemblait à un canyon étroit. « Par là » demanda-t-elle. Le loup la regarda, puis s'assit délibérément. Ne bougeant pas, ne reculant pas, juste assis comme s'il attendait quelque chose. Monique allait lui demander quoi quand sa poche s'accrocha à une branche basse. Le bruit du tissu qui se déchire fut suivi d'un petit tintement métallique alors que quelque chose tombait dans la neige. Le gousset de son mari, celui qu'elle portait chaque jour depuis 15 ans sans vraiment y penser. Elle se pencha pour le ramasser, balayant la neige du boîtier en laiton terni. L'attention du loup se concentra immédiatement sur la montre avec la même intensité qu'il avait montrée pour la boussole. Il se leva, s'approcha et renifla doucement la montre. Monique ouvrit le boîtier par habitude. La montre avait cessé de fonctionner il y a des années, les aiguilles figées à 15h47, l'heure exacte de la mort de Nicolas Martin, selon le médecin légiste qu'elle avait dû faire venir d'Aurillac.
Elle la remontait quotidiennement quand même, un rituel qui maintenait un lien avec lui, bien que le mécanisme fût irréparable. À l'intérieur du boîtier, en face du cadran figé, se trouvait une petite photographie qu'elle avait presque oubliée, jaunie et froissée. Elle les montrait tous les trois, Nicolas Martin, Monique, et leur fille, âgée d'environ 10 ans. Ils se tenaient devant leur maisonnette, tous souriant à celui qui tenait l'appareil photo. L'un des gendarmes, probablement, lors d'une de leurs visites de contrôle. Le loup émit un son doux, presque un gémissement. Son museau toucha spécifiquement la photographie, pas la montre elle-même. « Tu les reconnais ?» demanda Monique, sachant à quel point la question était ridicule. « Comment le pourrais-tu » Elle s'arrêta, regarda le loup plus attentivement. Regarda la photographie. Sa fille aurait la quarantaine maintenant. Si elle avait eu un chien ou un chien-loup hybride, il serait plus jeune. Mais si quelqu'un d'autre en avait eu un, quelqu'un qui connaissait la famille, qui avait cette photographie, ou une semblable. Nicolas Martin, souffla-t-elle. Nicolas Martin a-t-il organisé ça? La queue du loup remua une fois, un affirmatif clair. Monique s'effondra dans la neige, ses jambes soudainement incapables de la soutenir. La montre semblait incroyablement lourde dans sa main. Il savait qu'il allait mourir. Il devait le savoir. Les problèmes cardiaques n'arrivent pas soudainement comme ça. Il devait avoir des symptômes, des avertissements. Elle se souvint de ces derniers mois, comment il était plus fatigué que d'habitude, comment il s'asseyait plus souvent en travaillant, comment il lui demandait de porter des choses qu'il aurait normalement manipulées lui-même. Elle avait attribué cela à l'âge, à la vie dure qu'ils avaient menée. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il était réellement malade. « Il t'a entraîné, dit-elle, regardant le loup avec une nouvelle compréhension. C'est pour ça que tu avais un collier si longtemps. Il te préparait pour ça, pour après son départ. » Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté qui faisait mal. Nicolas Martin savait que son cœur défaillait, savait qu'il ne serait pas là pour aider Monique à affronter ce qu'elle devait affronter. Alors, il avait créé un plan de secours, quelque chose qui attendrait le bon moment et la ramènerait de sa montagne, la reconduirait à la fille qu'elle avait perdue par orgueil, peur et isolement obstiné. Mais il y avait plus. Le loup la menait à un endroit précis. Et ce n'était pas seulement jusqu'à Aurillac. Il y avait autre chose. Quelque chose que Nicolas Martin voulait qu'elle trouve d'abord. Le canyon, dit-elle. Il y a quelque chose dans le canyon que tu dois me montrer. Le loup se leva, confirmant sa supposition, et repartit. Monique remit la montre dans sa poche, mais avec précaution cette fois, et le suivit. Le canyon était étroit, à peine 5 mètres de large, avec des parois qui s'élevaient abruptement des deux côtés. La neige s'y était accumulée aussi, mais pas aussi profondément, créant une sorte de sentier. Le loup se déplaçait avec plus de prudence maintenant, testant chaque pas, et Monique comprit pourquoi. C'était une zone d'avalanche. Un mauvais son, une congère instable, et tout le canyon pouvait s'effondrer sur eux. Ils se déplacèrent en silence, les seuls bruits étant leur respiration et le craquement doux de la neige sous les bottes et les pattes. Le canyon tournait doucement, se révélant progressivement, et à chaque virage, Monique sentait son anxiété augmenter. Qu'est-ce qui pouvait bien se trouver ici que Nicolas Martin jugeait assez important pour risquer sa vie pour l'atteindre? Après 20 minutes de progression prudente, le canyon s'ouvrit sur une petite cuvette, un amphithéâtre naturel entouré de parois rocheuses. Et au centre de cette cuvette, partiellement enfouie dans la neige, se trouvait une structure, pas naturelle, faite par l'homme, une petite cabane, à peine plus qu'un abri, mais indubitablement construite par des mains humaines. Le loup se dirigea directement vers elle, attendit près de la porte. Monique s'approcha lentement, le cœur battant. Elle connaissait chaque structure à moins de 30 km de sa maisonnette. Elle avait exploré ce pays pendant 30 ans, l'avait cartographié dans son esprit avec la minutie de quelqu'un dont la vie dépendait de la connaissance du terrain. Elle n'avait jamais vu cette cabane. Jamais même soupçonné son existence. La porte n'était pas verrouillée. Elle la poussa, les charnières grinçant de rouille et de désuétude. À l'intérieur, c'était sombre, mais assez de lumière filtrait pour montrer des formes. Une table, des chaises, quelque chose recouvert d'une bâche dans le coin. Elle sortit sa lampe de poche, l'alluma et balaya l'intérieur du faisceau. La cabane était petite, peut-être 3 mètres sur 3, avec un sol en terre battue et des murs en rondins bruts, mais elle était meublée délibérément et soigneusement. Un lit de camp avec des couvertures pliées avec précision,
un poêle à bois qui semblait fonctionnel, des étagères avec des provisions, le tout organisé avec une précision militaire. Et sur la table, exactement au centre, se trouvait une boîte en métal, rouillée mais intacte, avec un simple loquet qui s'ouvrit à son contact. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, attachées avec de la ficelle, et au-dessus des paquets, une seule enveloppe avec son nom écrit de l'écriture soignée de Nicolas Martin. Monique prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le loup s'assit à côté d'elle, la regardant tandis qu'elle rompait le seau et sortait les pages couvertes de l'écriture familière de son défunt mari. « Ma très chère Monique, » commençait-elle. « Si tu lis ceci, c'est que mon cœur a finalement lâché. Et tu as été seule sur cette montagne bien plus longtemps que je ne l'aurais jamais voulu. Je suis désolé d'être mort, oui, mais plus encore pour ce que j'ai fait de mon vivant. » Sa vision se brouilla. Elle cligna des yeux, se forçant à continuer à lire. « Je t'ai menti au sujet des lettres de notre fille. Elles n'ont pas cessé d'arriver. Je les ai cachées. Toutes. Chaque carte d'anniversaire, chaque lettre de Noël, chaque tentative qu'elle a faite pour te joindre. Je me suis dit que je te protégeais, que je nous protégeais, que je protégeais la vie que nous avions construite. Mais en réalité, je ne faisais que me protéger de la peur de te perdre. » Les mots la frappèrent comme des coups. Les mains de Monique tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber les pages. Elle n'a jamais renoncé à toi, n'a jamais cessé d'essayer, et je n'ai jamais cessé de cacher la vérité. Au moment où j'ai réalisé à quel point j'avais eu tort, combien de dégâts j'avais causés, j'étais trop lâche pour l'avouer. Alors je le fais maintenant, quand je ne suis plus là pour faire face à ta colère. Lâche jusqu'au bout. Un sanglot s'échappa de la gorge de Monique. Le loup se pressa contre sa jambe, chaud et solide. Les autres paquets sont ces lettres. Toutes. Lis-les quand tu seras prête. Et ensuite, s'il te plaît, va la voir. Le loup. Son nom est Ombre. Et oui, je l'ai entraîné spécifiquement pour ça. Il te guidera le reste du chemin. Elle a besoin de toi, Monique. Quelque chose est arrivé. Quelque chose que j'ai découvert juste avant de mourir. Quelque chose qui rend ma trahison encore pire. Parce que maintenant, tu as perdu des années que vous auriez pu avoir ensemble. La lettre se terminait par des coordonnées, une adresse et une dernière ligne. Je t'ai aimé plus que je ne savais le montrer. Mais l'amour n'est pas une excuse pour ce que j'ai fait. S'il te plaît, pardonne-moi, mais plus important encore, s'il te plaît, pardonne-toi. Ce n'est pas ta faute. Ça ne l'a jamais été. Nicolas Martin. Monique était assise dans la cabane froide, entourée des preuves de la tromperie de son mari, et sentit les fondations de sa vie se fissurer et s'effondrer. 30 ans d'isolement basé sur un mensonge. 15 ans de solitude qu'elle avait choisi parce qu'elle se croyait abandonnée. Et pendant tout ce temps, sa fille avait écrit, essayé, tendu la main. Ombre, le loup avait enfin un nom. Il gémit doucement et se pressa plus près. Elle n'a jamais arrêté, murmura Monique. Tout ce temps, et elle n'a jamais arrêté. Les paquets de lettres reposaient devant elle comme des accusations, comme des cadeaux, comme les fragments d'une relation qu'elle pensait morte, mais qui n'avait été qu'enterrée. Elle les saisit de ses mains tremblantes, sachant que les lire lui ferait mal, lui montrerait tout ce qu'elle avait manqué, chaque anniversaire, chaque étape importante et chaque moment où elle aurait dû être là. Mais elle savait aussi qu'elle devait les lire, qu'elle devait comprendre, qu'elle devait voir ce qui lui avait été caché, et ce qu'il était peut-être encore possible de sauver. Dehors, le soleil montait plus haut. À l'intérieur de la cabane cachée, Monique Dubois commença à lire les lettres de sa fille, et avec chacune d'elles, son cœur se brisait et se réparait à parts égales. Monique lut toute la nuit, incapable de s'arrêter. La cabane avait assez de bois empilé contre un mur pour maintenir le petit poêle allumé, et Ombre s'était enroulée près de lui, apparemment content d'attendre pendant qu'elle absorbait des années de connexion manquées. Les premières lettres étaient pleines de colère. Sa fille, Sandrine Leclerc, son nom était Sandrine Leclerc, bien que Monique ait commencé à penser à elle simplement comme « la fille », il y a des années comme une forme d'autoprotection, avait été furieuse du silence. 23 ans, 2 emplois pour payer ses études, vivant dans un minuscule appartement à Aurillac, et désespérée de comprendre pourquoi sa mère ne répondait pas à ses lettres. « Je sais que tu as choisi la montagne », disait une lettre. « Je sais que papa et toi aviez besoin de cet isolement, mais je pensais que je comptais aussi. Je pensais que tu voudrais savoir comment je vais, ce que je construis, qui je deviens.
Étais-je si facile à oublier? Les mots la blessèrent profondément, car Monique n'avait jamais oublié. Elle pensait à Sandrine Leclerc tous les jours, se posait constamment des questions sur elle, mais se disait que le silence était le choix de Sandrine Leclerc, sa façon de couper les ponts avec une vie qu'elle avait dépassée. Les lettres du milieu traçaient une vie que Monique avait entièrement manquée. L'obtention du diplôme de Sandrine Leclerc de l'université avec un diplôme en éducation, son premier poste d'enseignante dans une école primaire, sa rencontre avec un homme nommé Stéphane Bernard, un charpentier qui la faisait rire. Leur mariage, petit et simple, dans une prairie en dehors de la ville. La naissance de leur premier enfant, une fille nommée Manon Moreau. J'aimerais que tu puisses la rencontrer, maman. Elle a tes yeux, le même bleu-gris qui change avec la lumière. Elle est féroce, curieuse et complètement intrépide. Parfois, je la regarde et je te vois. La façon dont tu te déplaçais dans la forêt comme si elle t'appartenait, comme si tu lui appartenais et qu'elle t'appartenait. Les mains de Monique tremblaient en lisant l'existence de la petite fille qu'elle n'avait jamais su exister. Manon Moreau aurait 8 ans maintenant, selon la date de la lettre, 8 ans, et Monique avait manqué chaque instant de sa vie. Les lettres plus tardives montraient un passage progressif de la colère à quelque chose de plus résigné, de plus triste. Sandrine Leclerc avait accepté que sa mère ne réponde peut-être jamais, mais elle continuait d'écrire quand même, tenant un journal de sa vie comme si Monique pouvait un jour vouloir savoir. Manon Moreau demande parfois de tes nouvelles, lisez une lettre d'il y a 5 ans. Je lui dis que tu vis dans les montagnes, que tu es forte et indépendante et que tu connais des choses sur la nature que la plupart des gens ne comprendront jamais. Je ne lui dis pas que tu ne l'as jamais rencontré, que tu as choisi de ne pas faire partie de sa vie. Je ne peux pas me résoudre à dire ces choses à voix haute parce que les dire les rend réelles, et je ne suis pas encore prête à ce qu'elles le soient. Puis vint la lettre qui glaça le sang de Monique. Datée de 2 ans, l'écriture plus hâtive, moins contrôlée que les autres. Maman, je sais que tu ne liras probablement pas ceci. Je sais que tu as fait ton choix, mais j'ai besoin de le dire à quelqu'un, et tu es la seule mère que j'ai, même si tu n'es pas vraiment là. Je suis malade. Les médecins ont trouvé quelque chose dans mon sein et ils disent que c'est un stade précoce. Ils disent qu'on l'a attrapé à temps, mais j'ai peur. Stéphane Bernard est fort pour moi et Manon Moreau est trop jeune pour vraiment comprendre. Mais je suis terrifié. Je commence le traitement la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est que je veux ma mère. Je te veux. Même après toutes ces années, même en sachant que tu ne viendras pas, je te veux toujours. Le papier se brouilla alors que les larmes coulaient enfin, chaudes et irrépressibles. Monique pressa sa main sur sa bouche, essayant d'étouffer les sanglots qui s'arrachaient de sa poitrine. Sandrine Leclerc avait été malade, avait eu peur, avait voulu sa mère, et Monique était à 60 km de là sur sa montagne, se croyant abandonnée, ne sachant jamais que sa fille avait besoin d'elle. Ombre leva la tête, les oreilles dressées d'inquiétude. Il traversa le petit espace et s'appuya contre elle, chaud, solide et présent. Comment a-t-il pu me cacher ça? S'étouffa Monique. Comment Nicolas Martin a-t-il pu me cacher ça alors qu'elle avait besoin de moi? Mais elle connaissait la réponse. Nicolas Martin avait eu peur. Peur que si Monique savait, elle quitterait la montagne, le quitterait, choisirait leur fille plutôt que la vie qu'ils avaient construite ensemble. Sa peur avait été plus forte que son amour. Et en protégeant ce qu'il avait détruit ce qu'ils auraient pu avoir. La lettre la plus récente était datée de 6 mois. L'écriture était plus tremblante, moins assurée. Le traitement est terminé. Je suis en rémission, ce qui ressemble à la fois à un miracle et à un sursis. Manon Moreau a 9 ans maintenant, et Stéphane Bernard nous a construit une maison de campagne en bordure de la ville où elle peut avoir de l'espace pour courir. Nous essayons de vivre comme si chaque jour comptait, parce que maintenant je sais dans mes os que c'est le cas. Je pense encore à toi parfois. Je me demande encore ce que tu fais là-haut. Si tu es heureuse, si tu penses parfois à moi. J'ai fini d'être en colère. La vie est trop courte pour ça. Mais j'aurais aimé que les choses aient été différentes. J'aurais aimé que tu veuilles me connaître en tant qu'adulte. Que tu veuilles connaître ta petite fille, que tu veuilles faire partie de cette vie que j'ai construite. Je t'aurais fait de la place. Il y a toujours eu de la place. Monique était assise dans la cabane froide, entourée d'années de conversations à sens unique, et comprenait l'ampleur de ce qui lui avait été volé. Non seulement du temps avec sa fille,
mais la chance de voir Sandrine Leclerc devenir ce qu'elle était censée être. La chance de rencontrer Manon Moreau, d'être une grand-mère, de transmettre des connaissances, des histoires et des liens. Et Sandrine Leclerc avait survécu, était en rémission. Il était encore temps, il y avait encore une possibilité, encore une chance de construire quelque chose sur les ruines de ce qui aurait dû être. Mais il y avait aussi la peur, vive et paralysante. La peur que Sandrine Leclerc ne veuille plus d'elle maintenant, après toutes ces années de silence. La peur qu'en se présentant, elle causerait plus de douleur que de guérison. La peur d'avoir perdu le droit de se dire mère au moment où elle avait laissé Sandrine Leclerc descendre cette montagne sans se battre pour la retenir. Ombre gémit et se pressa plus près comme s'il sentait la spirale de ses pensées. Monique enfouit son visage dans sa fourrure, respirant l'odeur de la neige, du pain et des choses sauvages, et essaya de trouver le courage de continuer à avancer. Nicolas Martin t'a laissé pour m'amener ici, dit-elle à Ombre, pour s'assurer que je trouve ces lettres. Mais pourquoi? S'il était mort, quelle importance que je sache la vérité ou non? Ombre s'éloigna et se dirigea vers la forme recouverte d'une bâche dans le coin. Il la renifla jusqu'à ce que Monique se lève et retire la bâche. En dessous se trouvait un sac à dos déjà chargé de provisions, un sac de couchage, de la nourriture séchée, un filtre à eau, des cartes, une trousse de premiers secours, tout ce dont elle aurait besoin pour un voyage de descente des montagnes. Sur le dessus du sac se trouvait une autre enveloppe. Celle-ci scellée à la cire. Elle rompit le seau et lut rapidement. Si tu trouves ceci, cela signifie que je n'ai pas survécu à l'hiver. Et Ombre t'a amené ici comme je l'ai entraîné à le faire. Dans ce sac se trouve tout ce dont tu as besoin pour te rendre chez Sandrine Leclerc. Les cartes montrent un itinéraire qui évite les sentiers principaux. Je sais que tu ne voudras pas avoir affaire à d'autres randonneurs. C'est une marche de 4 jours si le temps se maintient. Ombre connaît le chemin. Il t'y conduira en toute sécurité. Mais avant de partir, il y a une dernière chose que tu dois voir. Un autre endroit où Ombre doit t'emmener. J'ai enterré quelque chose au lac, près de l'endroit où nous avons dispersé mes cendres. Quelque chose d'important. Quelque chose qui explique pourquoi cela compte plus que jamais maintenant. Ombre saura où creuser. Fais-lui confiance, Monique. Fais confiance au fait que j'ai enfin fait quelque chose de bien, même si j'ai tout fait de travers. Monique regarda Ombre. Le loup? Non, le chien, car c'est ce qu'il était vraiment. Un chien-loup hybride entraîné avec patience et détermination. Il la regarda fixement. Le lac, dit-elle. Nous devons retourner au lac. La queue d'Ombre remua. Il se dirigea vers la porte, prêt. Monique rassembla les lettres avec soin, les remettant en paquet et les plaçant dans le sac à dos avec les aveux de Nicolas Martin. Les provisions qu'il avait laissées étaient de bonne qualité, bien choisies. Il avait pensé à tout, sauf à comment être honnête de son vivant. Ils quittèrent la cabane cachée alors que le soleil atteignait son zénith, rebroussant chemin à travers le canyon et la forêt. Le voyage dura des heures, la neige profonde les forçant à se déplacer lentement, mais Ombre semblait maintenant plein d'énergie, se déplaçant avec détermination. Ils atteignirent le lac en fin d'après-midi. La surface était complètement gelée. Le rivage, transformé par la neige en courbe lisse et ample. Ombre la conduisit du côté nord, à un endroit près de la lisière des arbres où la neige s'était accumulée particulièrement profondément. Ici? Demanda Monique. Ombre se mit à creuser, ses puissantes pattes avant brassant la neige avec détermination. Monique se joignit à lui, utilisant ses mains pour dégager la poudre blanche. Ils creusèrent pendant 20 minutes avant de heurter quelque chose de solide. Pas de la roche, du métal. Les doigts de Monique trouvèrent des bords, une poignée. Elle dégagea plus de neige, révélant une boîte en métal de la taille d'une boîte à outils, rouillée mais intacte. Elle avait été enterrée délibérément, protégée des éléments, mais pas destinée à rester cachée pour toujours. Elle la libéra et brossa la neige restante. Pas de serrure, juste un simple loquet qui s'ouvrit avec effort. À l'intérieur, enveloppé dans de la toile cirée, se trouvaient d'autres papiers, des photographies et une carte dessinée à la main avec des emplacements marqués de l'écriture soignée de Nicolas Martin. Le document du dessus était une lettre, mais pas de Nicolas Martin. Celle-ci était officielle, d'un hôpital d'Aurillac. Un rapport médical adressé à Nicolas Martin, daté de 3 mois avant sa mort. Il s'agissait de Sandrine Leclerc, de son diagnostic, de son plan de traitement, de son pronostic.
Nicolas Martin avait su que sa fille était malade, avait su qu'elle avait peur, et il avait quand même caché la vérité à Monique. Mais il y avait plus. Agrafé au rapport médical se trouvait un autre document, un testament. Le testament de Sandrine Leclerc, nommant sa fille Manon Moreau comme principale bénéficiaire et incluant une lettre à remettre à Manon Moreau si le pire arrivait. Monique déplia la lettre avec des mains tremblantes et lut les mots de sa fille à la petite fille qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Très chère Manon Moreau, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas vaincu cette chose après tout. Je suis tellement désolé. J'ai combattu aussi fort que j'ai pu parce que je voulais te voir grandir. Je voulais être là pour tous les moments qui comptent. Mais il y a des batailles que nous ne sommes pas autorisés à gagner. Je veux que tu connaisses ta grand-mère. Ton père sait où elle habite. Les coordonnées sont dans cette enveloppe. Elle est dans le Massif central, vivant en autarcie dans un endroit que ton grand-père a construit avant ma naissance. Elle est forte et féroce et en sait plus sur la survie dans la nature que quiconque que j'ai jamais rencontré. Elle a choisi cette vie plutôt que moi. Et pendant longtemps, j'en ai été en colère. Mais je comprends maintenant que les gens sont compliqués, que des choix sont faits pour des raisons qui semblent importantes à l'époque, même s'ils s'avèrent être mauvais. Je veux que tu la trouves, Manon Moreau. Je veux que tu lui parles de moi, de toi, de la vie que nous avons construite. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que tu mérites de savoir d'où tu viens. Tu mérites d'avoir ce lien. Même s'il est tard, même s'il est compliqué. Dis-lui que je lui ai pardonné. Dis-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Même quand j'étais en colère. Dis-lui qu'il y a une place pour elle dans ta vie si elle le veut. Parce que la famille, ce n'est pas seulement qui vous a élevé. C'est qui se présente quand ça compte. Monique s'adossa dans la neige, les papiers serrés dans ses mains, et sentit tout le poids de ce que Nicolas Martin avait fait. Il avait rassemblé tout cela. Il savait que Sandrine Leclerc était malade. Il avait lu son testament, vu ses plans d'envoyer un jour Manon Moreau sur la montagne pour trouver sa grand-mère. Et au lieu de le dire à Monique, au lieu de lui donner la chance d'aller voir sa fille pendant qu'il était encore temps, il avait gardé le secret jusqu'à ce que sa propre mort le force à agir. Elle a survécu, dit Monique à voix haute, ayant besoin d'entendre les mots. La lettre date d'il y a 2 ans, mais la plus récente disait qu'elle est en rémission. Elle a survécu, mais de justesse, et sans sa mère, sans le soutien qu'elle avait demandé, dont elle avait besoin, qu'elle méritait. Ombre s'assit à côté d'elle, patient comme la pierre, attendant qu'elle digère, qu'elle décide, qu'elle agisse. Le soleil se couchait, peignant la neige d'orange et de rose. Le lac s'étendait devant elle, gelé et silencieux, gardant ses secrets sous des couches de glace. C'est ici que Nicolas Martin avait voulu que ses cendres soient dispersées. C'est ici qu'il avait enterré sa confession et son espoir que, d'une manière ou d'une autre, un jour, Monique la trouverait et ferait ce qu'il avait eu trop peur de faire de son vivant. « Je vais la voir, » dit Monique, se surprenant par la certitude de sa voix. « Demain, première lueur. Ombre, tu vas m'emmener chez ma fille, et je vais la supplier de me pardonner 30 ans d'absence. Je ne sais pas si elle me le pardonnera. Je ne sais pas si je le mérite, mais je vais essayer. » La queue d'Ombre frappa la neige. Une fois, 2 fois, un affirmatif clair. Monique campa là, près du lac, trop fatiguée et émotionnellement épuisée pour faire le chemin du retour à sa maisonnette. Elle avait le sac que Nicolas Martin avait préparé avec tout ce dont elle avait besoin. Elle monta sa tente à la dernière lueur du jour, alluma un petit feu et mangea de la nourriture séchée qui n'avait aucun goût. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son sac de couchage, Ombre pressée contre elle, la gardant au chaud. Elle pensa à Sandrine Leclerc petite fille, intrépide et curieuse. Pensa à Sandrine Leclerc jeune femme, en colère et blessée, mais tendant toujours la main. Pensa à Sandrine Leclerc mère elle-même, luttant contre le cancer tout en élevant une fille, et trouvant encore de la place dans son cœur pour pardonner. Et Monique comprit enfin ce que signifiait être courageux. Ce n'était pas vivre seul dans les montagnes. Ce n'était pas l'autosuffisance ou les compétences de survie ou la capacité à endurer les épreuves. Le vrai courage, c'était la vulnérabilité, c'était admettre qu'on avait tort, c'était se présenter même quand on avait peur du rejet. Demain, elle commencerait à être courageuse. Demain, elle descendrait de la montagne qu'elle avait juré de ne jamais quitter, et elle ferait face à sa fille, et quoi qu'il arrive après, au moins elle aurait essayé. La respiration d'Ombre s'approfondit dans le sommeil. Les étoiles apparurent, brillantes et froides, et Monique Dubois,
qui avait choisi la solitude pendant 15 ans, commença à imaginer ce que ce serait de choisir la connexion à la place. Ils commencèrent à descendre aux premières lueurs du jour, suivant les itinéraires que Nicolas Martin avait marqués sur la carte avec un soin méticuleux. La première journée fut brutale, non pas à cause du terrain. Monique connaissait ces montagnes mieux que la plupart des gens ne connaissent leur propre quartier, mais parce que chaque pas l'éloignait de la vie qu'elle avait connue et la rapprochait d'une vie qu'elle ne pouvait imaginer. Ombre menait la voie, se déplaçant avec confiance malgré son épaule en voie de guérison. Il semblait savoir exactement où ils allaient, s'arrêtant occasionnellement pour vérifier que Monique suivait le rythme, mais maintenant sinon un rythme régulier qui avalait les kilomètres sans les épuiser. Ils suivirent les lignes de crête lorsque c'était possible, évitant les vallées où la neige serait plus profonde et le voyage plus difficile. Le temps resta clair et froid, le genre de jour de fin d'automne qui semblait emprunté à l'hiver, mais qui n'était pas encore tout à fait engagé. Le corps de Monique bougeait en pilote automatique, la mémoire musculaire prenant le relais tandis que son esprit ressassait des décennies de décisions et leurs conséquences. Elle pensa à la première fois qu'elle avait tenu Sandrine Leclerc, un paquet gigotant de besoins et de bruits qui l'avait terrifiée par sa fragilité. Elle avait 26 ans, jeune mais se sentant vieille, déjà fatiguée du monde et de ses exigences. Nicolas Martin avait voulu élever leur fille sur la montagne, loin de la corruption et des compromis. Et Monique avait accepté. Où l'avait-elle fait? Elle ne se souvenait plus si c'était son choix ou le sien, ou s'il y avait même eu une différence entre les deux après tant d'années à penser comme une unité plutôt que comme des individus. Ils avaient été heureux, n'est-ce pas? Ces premières années avec une petite fille courant à travers les pins, apprenant à identifier les empreintes d'animaux avant de pouvoir écrire son propre nom, construisant des forts de neige en hiver et nageant dans le lac pendant les étés brefs et brillants. Sandrine Leclerc avait été heureuse à l'époque. Monique en était sûre. Le malheur était venu plus tard, lorsqu'elle fut assez âgée pour réaliser ce qu'elle manquait, les amis, les balles de l'école, la socialisation décontractée dont les adolescents ont besoin comme de l'oxygène. Et quand Sandrine Leclerc est partie, Monique s'est dit que c'était inévitable, que certaines personnes étaient faites pour la nature et d'autres non. Et Sandrine Leclerc, tout simplement, ne l'était pas. Elle l'avait accepté comme on accepte le temps, comme quelque chose hors de tout contrôle ou influence. Mais elle aurait pu se battre, aurait pu la suivre, aurait pu construire un pont entre son monde et celui de Sandrine Leclerc au lieu de regarder la distance grandir jusqu'à ce qu'elle semble infranchissable. Ils campèrent cette nuit-là dans une petite clairière que Nicolas Martin avait marquée sur la carte. Il y avait un foyer déjà construit, clairement utilisé auparavant, et une bonne réserve de bois sec cachée sous une bâche qui avait miraculeusement survécu à des années d'intempéries. Nicolas Martin avait préparé cet itinéraire à fond, anticipant tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Il savait exactement ce qu'il faisait, dit Monique en allumant un feu. Il savait comment je réagirais, où je m'arrêterais, ce dont j'aurais besoin. Il me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. Ombre s'installa près du feu, acceptant la viande séchée qu'elle lui offrait avec dignité. Il guérissait bien, remarqua-t-elle. Le boitement était moins prononcé et son niveau d'énergie avait augmenté régulièrement au cours des 2 derniers jours. Quelle que soit la blessure qu'il avait subie avant de la trouver, elle se réparait, aidée par le repos, la nourriture et la remarquable capacité du corps à se réparer. Monique mangea son propre repas en silence, regardant les flammes danser et pensant à la connaissance. Nicolas Martin la connaissait profondément, comprenait ses habitudes et ses préférences, mais il avait utilisé cette connaissance pour contrôler plutôt que pour connecter. Il avait prédit ses réactions et façonné l'environnement pour l'empêcher de faire des choix qu'il ne voulait pas qu'elle fasse. Était-ce de l'amour, ou autre chose portant les vêtements de l'amour? Elle n'en était plus sûre. N'était sûre de rien, sauf qu'elle était fatiguée de l'isolement. Fatiguée des murs prudents qu'elle avait construits, fatiguée de prétendre que choisir d'être seule était la même chose que choisir d'être forte. La deuxième journée les amena à des altitudes plus basses où la forêt changeait de caractère. Plus d'arbres à feuilles caduques se mêlaient aux conifères, leurs branches nues créant des motifs complexes contre le ciel pâle. Ils virent d'autres signes de vie, des traces de chevreuils, la vue lointaine de cerfs se déplaçant dans une prairie, le cri rauque d'une buse planant dans les courants thermiques. Monique se surprit à observer Ombre avec une curiosité croissante. Sa façon de se déplacer, de vérifier le terrain et d'ajuster leur itinéraire témoignait d'un entraînement qui allait au-delà des simples ordres. Nicolas Martin devait avoir passé des années à travailler avec lui, à construire la confiance et la communication jusqu'à ce qu'ils fonctionnent comme une équipe. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle lors d'une pause. 6. 7. Les oreilles d'Ombre se dressèrent à sa voix,
mais bien sûr, il ne pouvait pas répondre. Elle repensa à la mort de Nicolas Martin, essaya de se souvenir s'il y avait eu mention d'un chien, mais il n'y en avait pas eu, ce qui signifiait que Nicolas Martin devait avoir gardé ombre ailleurs. La cabane cachée, peut-être, ou un autre endroit qu'elle ne connaissait pas. Des endroits secrets où il pouvait entraîner son plan de secours à son insu. Combien d'autres secrets avait-il gardés? Combien d'autres manipulations avaient façonné sa vie sans qu'elle en ait conscience? La colère la surprit par son intensité. Elle avait été triste en trouvant les lettres, le cœur brisé et coupable. Mais maintenant, 2 jours après le début d'un voyage orchestré par son défunt mari, elle sentait la fureur monter comme de la bile dans sa gorge. Nicolas Martin l'avait aimée, oui, mais il l'avait aussi contrôlée. Il avait volé les lettres de sa fille, caché la vérité sur la maladie de Sandrine Leclerc, et même dans la mort, il tirait encore les ficelles, dirigeant encore ses mouvements à travers des révélations soigneusement placées et un chien programmé pour la faire descendre d'une montagne qu'elle avait juré de ne jamais quitter. Ombre gémit, sentant son changement d'humeur. Monique prit une grande inspiration, se forçant à se calmer. Rien de tout cela n'était la faute du chien. Il ne faisait que ce pourquoi il avait été entraîné, suivant les ordres d'un homme qui pensait aider, même en faisant du mal. « Je ne suis pas en colère contre toi, dit-elle à Ombre. Tu n'es que le messager. C'est le message qui me pose problème. » Mais même en le disant, elle savait que ce n'était pas entièrement vrai. Le message était compliqué, oui, mais il était aussi nécessaire. Sans l'intervention de Nicolas Martin, elle serait morte seule sur cette montagne, sans jamais savoir que sa fille avait continué d'essayer, que le pardon avait été possible tout ce temps, que l'isolement était un choix qu'elle aurait pu défaire à tout moment. Ils atteignirent le 3e point de repère marqué sur la carte de Nicolas Martin tard le 2e jour. Une autre clairière, un autre foyer préconstruit, mais celui-ci avait quelque chose en plus. Un cairn de pierre soigneusement empilé avec un récipient étanche niché au centre. Monique l'ouvrit et trouva une autre lettre, plus courte que les autres. « Monique, à présent, tu dois être assez en colère contre moi. Tu en as tout à fait le droit. J'étais un lâche et un manipulateur, et j'ai laissé ma peur empoisonner quelque chose qui aurait dû être beau. Mais je te demande de continuer quand même. Pas pour moi. Je suis mort et au-delà de la rédemption. Pour Sandrine Leclerc, pour Manon Moreau, pour toi. Demain, tu commenceras à voir des signes de civilisation. Des maisons, des routes, des gens. Je sais à quel point tu détestes ça. Comment la pensée de cela te serre la poitrine et te coupe le souffle. Mais tu es plus forte que ta peur. Tu l'as toujours été. Je ne te l'ai juste jamais assez dit. J'étais trop occupé à essayer de te contenir dans un monde que je pouvais contrôler. Encore un jour de marche. C'est tout. Encore un jour et tu seras à la maison de campagne de Sandrine Leclerc. Ce qui se passera ensuite dépendra de toi. Mais Monique, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Elle gardait une bougie à sa fenêtre. Chaque nuit pendant des années, même après avoir cessé d'écrire, elle gardait une bougie allumée. Juste au cas où. Juste au cas où tu descendrais un jour de la montagne. Je l'ai vue une fois quand je suis allé voir comment elle allait sans te le dire, environ 1 an avant ma mort. Je suis resté dans le noir et j'ai regardé cette petite lumière à sa fenêtre, et j'ai su, absolument su, que ce que j'avais fait était impardonnable. Mais je ne te l'ai toujours pas dit. Je suis retourné sur la montagne, j'ai gardé mes secrets et je l'ai laissé continuer à brûler cette bougie pour rien. Peut-être qu'elle est toujours là. Peut-être que tu la verras quand tu arriveras. Et peut-être, si tu as beaucoup de chance et que tu es bien meilleur que je ne l'ai jamais été, elle te laissera entrer. Je suis désolé pour tout, mais surtout de ne pas t'avoir dit chaque jour que tu étais suffisante telle que tu étais, que tu n'avais pas besoin de te cacher sur une montagne pour être digne d'amour, que le monde n'était pas aussi terrible que nous nous en étions convaincus. Pardonne-moi si tu le peux, mais plus important encore, pardonne-toi. Nicolas Martin. Monique lut la lettre 2 fois, puis la remit dans le récipient et le replaça dans le cairn. La colère était toujours là, mais elle s'était adoucie en quelque chose de plus gérable. De la tristesse, peut-être, pour le temps perdu et les occasions manquées, pour un homme qui avait aimé imparfaitement et qui était mort avant de pouvoir réparer ses torts. Elle campa machinalement, ses pensées lointaines, une bougie à la fenêtre. Sandrine Leclerc veillant sur une mère qui n'est jamais venue. L'image lui fit mal d'une manière pour laquelle elle n'avait pas de mots. Cette nuit-là, elle resta éveillée longtemps après que le feu se soit réduit en braise.
Ombre dormait à côté d'elle, sa respiration régulière et calme, se contractant parfois alors qu'il poursuivait quelque chose dans ses rêves. Au-dessus, les étoiles tournaient dans leurs schémas anciens, indifférentes au drame et au chagrin humain. Monique repensa au courage, à ce qu'il signifiait et à ce qu'il coûtait. Demain, elle verrait des maisons, des routes, des gens. Demain, elle devrait être une personne parmi les gens au lieu d'un fantôme hantant les hauts plateaux. Demain, elle devrait frapper à une porte et faire face à une fille qu'elle avait abandonnée par inaction et par peur. Et peut-être, si elle avait beaucoup de chance, cette porte s'ouvrirait. Peut-être que la bougie brûlerait encore. Peut-être qu'il y aurait de la place pour une femme des montagnes qui avait enfin trouvé la force de descendre de son isolement et de demander ce pourquoi elle aurait dû se battre il y a 30 ans. Elle finit par s'endormir, d'un sommeil agité, et rêva de bougies qui brûlaient malgré le vent, de portes qui s'ouvraient sur la lumière et la chaleur, d'une petite fille aux yeux bleu-gris qui regardait sa grand-mère sans jugement et demandait simplement « Pourquoi as-tu mis si longtemps à rentrer à la maison ?» Dans le rêve, Monique n'avait pas de réponse. Quand elle se réveilla en sursaut dans l'obscurité d'avant l'aube, elle n'en avait toujours pas. Mais elle allait y aller quand même. Aller se présenter sans réponse, sans excuse, avec rien d'autre que la vérité sur qui elle était et ce qu'elle avait fait. Il faudrait que ce soit suffisant. C'était tout ce qu'elle avait. Ombre était déjà réveillée, la regardant de ses yeux patients, prêt à continuer, prêt à accomplir la mission que Nicolas Martin lui avait confiée. Encore un jour, se dit Monique, plus à elle-même qu'au chien. Nous pouvons le faire encore un jour. Ils levèrent le camp alors que le soleil se levait, peignant le ciel de nuances de rose et d'or qui rappelèrent à Monique pourquoi elle était tombée amoureuse de ces montagnes en premier lieu. Belle et rude à la fois, impitoyable mais honnête, les montagnes ne mentaient jamais sur ce qu'elles étaient ou ce qu'elles exigeaient. Elles existaient simplement, et soit on apprenait à vivre avec elles, soit on ne survivait pas. Les gens, se souvenait-elle, étaient plus compliqués. Les gens mentaient, cachaient et se blessaient sans le vouloir. Mais les gens pardonnaient aussi, espéraient et gardaient des bougies allumées aux fenêtres pendant des décennies sur la mince chance que quelqu'un rentre à la maison. Elle chargea son sac sur ses épaules et suivit Ombre en bas de la montagne, vers la civilisation et toutes ses complications, vers une fille et une petite fille qu'elle n'avait jamais vraiment connues, vers un règlement de compte qui avait 30 ans de retard. Le soleil monta plus haut. L'air se réchauffa légèrement, et à chaque pas, Monique Dubois se rapprochait de la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite, plus difficile que de survivre aux hivers seuls, plus difficile que de construire une vie à partir de rien, plus difficile que de voir son mari mourir dans la nature sauvage. Elle allait essayer d'être à nouveau une mère, et cette fois, elle allait se présenter. La porte s'ouvrit. La femme qui se tenait là avait la quarantaine, les cheveux bruns attachés en queue de cheval et des yeux bleu-gris que Monique reconnut parce qu'elle les voyait dans son propre miroir chaque matin. Elle portait un jean et un pull, et de la farine poudrait ses mains. Elle cuisinait, réalisa Monique, préparant le dîner pour sa famille. Pendant un long moment, aucune des deux femmes ne parla. Elles se fixèrent simplement à travers le seuil, 30 ans de silence s'étirant entre elles comme un canyon trop large pour être franchi. Le visage de Sandrine Leclerc passa par une série d'expressions trop rapides à cataloguer. Choc, incrédulité, quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Autre chose qui aurait pu être de la colère. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau. Maman. Le mot sortit à peine plus fort qu'un murmure. Bonjour, Sandrine Leclerc. La voix de Monique lui parut étrange, rauque d'une émotion qu'elle avait du mal à contenir. Je sais que je suis la dernière personne que tu t'attendais à voir. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici. Mais C'est le loup de papa? Monique cligna des yeux, décontenancée par la question. Quoi? Sandrine Leclerc regardait par-dessus son épaule vers Ombre, qui était assis patiemment sur le porche. Le chien-loup qui l'entraînait. Il m'en a parlé il y a des années. Il a dit qu'il travaillait avec un hybride. Il a dit qu'il était spécial, mais il ne me l'a jamais laissé voir. Il a entraîné Ombre pour m'amener ici, dit Monique. Pour s'assurer que je te trouve après sa mort. Les yeux de Sandrine Leclerc se reportèrent sur le visage de sa mère. Après ça. Papa est mort. Il y a 15 ans. Crise cardiaque. 15. La main de Sandrine Leclerc se porta à sa bouche. Tu as été seule là-haut pendant 15 ans et tu n'as jamais. Elle s'arrêta, secoua la tête. Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant? Pourquoi as-tu soudainement décidé, après 30 ans?
Parce que je ne savais pas. Les mots jaillirent de Monique avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je ne savais pas que tu écrivais. Je ne savais pas pour le cancer. Je ne savais rien de tout ça jusqu'à il y a 3 jours, quand Ombre m'a trouvé dans un blizzard et m'a conduite aux lettres que Nicolas Martin avait cachées. Le visage de Sandrine Leclerc devint pâle. Caché. Toutes. Chaque lettre que tu as envoyée après ton départ. Chaque carte d'anniversaire, chaque nouvelle. Chaque fois que tu as tendu la main, il me les a cachées. Il m'a dit que tu avais cessé d'écrire. Il m'a laissé croire que tu étais passé à autre chose et que tu nous avais oubliés. Ce n'est pas. La voix de Sandrine Leclerc se brisa. Je n'ai jamais arrêté. J'ai écrit pendant 20 ans. Même après avoir perdu l'espoir d'une réponse, j'ai continué d'écrire. J'ai continué d'essayer. Je sais. Je les ai toutes lues. Chacune d'entre elles. Dans une cabane que Nicolas Martin a construite pour me les cacher. Une petite voix s'éleva derrière Sandrine Leclerc. Maman, qui est à la porte? Les 2 femmes baissèrent les yeux. Une fille se tenait là, peut-être 9 ans, avec des cheveux couleur de miel et ces mêmes yeux bleu-gris qui reliaient 3 générations. Elle regarda Monique avec une curiosité ouverte. Pas de peur, juste l'intérêt franc d'un enfant à qui on a appris à être à l'aise avec les étrangers. Manon Moreau, souffla Monique. Tu es Manon Moreau? Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. Comment connais-tu mon nom? Parce que je suis ta grand-mère, dit Monique, puis regarda Sandrine Leclerc, soudainement incertaine. Si c'est correct de le dire. Si tu es d'accord pour qu'elle le sache. Mamie de la montagne. Le visage entier de Manon Moreau s'illumina. Tu es réel. Maman a dit que tu vivais avec les animaux et que tu connaissais tous leurs secrets. Mais papa a dit que tu étais peut-être inventé, comme dans les contes de fées. Monique sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Je suis réel. Et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là avant. Tellement désolé que tu aies dû te demander si j'existais. Sandrine Leclerc avait maintenant des larmes qui coulaient sur son visage, ne faisant aucun effort pour les cacher. Je n'arrive pas à croire que tu es là. Je n'arrive pas à croire que tu es vraiment là. Puis-je entrer? Demanda Monique. Ou si tu préfères que je parte, je comprends. Je sais que je ne mérite pas. Ne sois pas stupide. La voix de Sandrine Leclerc était tranchante, mais pas méchante. Bien sûr que tu peux entrer. Manon Moreau, va dire à papa que nous avons de la visite. Une visite très importante. Manon Moreau s'enfuit en bondissant, appelant son père. Et Sandrine Leclerc recula pour laisser passer Monique. Ombre se déplaça pour la suivre, mais Monique l'arrêta d'un signe de la main. Toi, attends ici. Tu as fait ton travail. Ombre s'installa sur le porche, content de garder la porte. Monique entra et c'était comme entrer dans un autre monde. La maison de campagne était chaude, remplie de l'odeur de quelque chose qui cuisait et du désordre confortable d'une vie activement vécue. Des dessins d'enfants couvraient un mur. Des livres débordaient des étagères. Des photographies étaient accrochées partout. Sandrine Leclerc à différents âges. Un homme qui devait être Stéphane Bernard. Manon Moreau bébé, tout petit, écolière aux dents de lait. Une vie pleine et complète qui se déroulait tout ce temps pendant que Monique vivait dans l'isolement, se croyant abandonnée. Assieds-toi, dit Sandrine Leclerc en désignant un canapé usé. S'il te plaît, tu as l'air d'avoir marché longtemps. 3 jours, dit Monique en s'asseyant avec précaution. Depuis le lac des Cimes où ton père a dispersé ses cendres. Ombre m'a trouvé pendant un blizzard et n'a pas voulu partir avant que je le suive. Un homme apparut d'une autre pièce, grand et solide, avec des yeux bienveillants et des mains de charpentier. Il s'arrêta en voyant Monique, son expression un mélange de surprise et de lassitude. Stéphane Bernard, dit Sandrine Leclerc, voici ma mère. Elle vient d'arriver des montagnes. Les sourcils de Stéphane Bernard se haussèrent, mais il s'avança et lui tendit la main. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Madame Dubois. Sa poignée de main était ferme, son regard direct. Monique l'apprécia immédiatement. Juste Monique. Et je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Maman vient des montagnes, annonça Manon Moreau, revenant avec une chemise en flanelle d'homme qu'elle essayait d'enfiler.
Elle sait tout sur les loups et les ours et la vie dans la forêt. Pas tout, dit doucement Monique. Juste assez pour survivre. Ta mère sait des choses bien plus importantes que je n'ai jamais apprises. Sandrine Leclerc la fixait, et Monique réalisa qu'elle portait toujours ses vêtements de montagne, un pantalon de laine usé, une veste rapiécée, des bottes qui avaient vu 3 décennies d'usage intensif. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme sauvage descendue des hauts plateaux avec de la boue sur ses bottes et des secrets dans son sac. Je devrais expliquer. Commença Monique. Mais Sandrine Leclerc leva la main. Pas encore. Laisse-moi d'abord digérer ça. Tu es là. Après 30 ans, tu es assise sur mon canapé. C'est assez pour l'instant. Stéphane Bernard a dû lire quelque chose dans l'expression de sa femme car il tapa une fois dans ses mains. Manon Moreau, et si on allait voir ce pain frais que tu voulais aider à faire? Laissons maman et ta grand-mère parler. Mais je veux entendre parler des montagnes. Plus tard, ma chérie. Je te promets que tu entendras toutes les histoires, mais pour l'instant, les adultes ont besoin d'un moment. Manon Moreau fit la moue, mais suivit son père vers ce que Monique supposa être la cuisine. Quand ils furent partis, Sandrine Leclerc s'affaissa dans un fauteuil en face du canapé et regarda simplement sa mère. Tu ne savais vraiment pas, dit-elle finalement, pour les lettres. Pas avant il y a 3 jours. Nicolas Martin les a cachées. Il a construit toute une cabane secrète juste pour me les cacher. Et quand tu as envoyé un mot pour le cancer, il a menti aux gendarmes. Il lui a dit que nous savions toutes les deux et que nous envoyions nos meilleurs vœux. Mais je n'ai jamais su, Sandrine Leclerc. Je te le jure, si j'avais su que tu étais malade, si j'avais su que tu avais besoin de moi, rien ne m'aurait retenu. Il a toujours été protecteur envers toi, dit doucement Sandrine Leclerc. Parfois, je pensais, trop protecteur, comme s'il avait peur que tu te brises si tu étais exposé à trop de réalité. Il avait peur que je le quitte. Que si j'avais un lien quelconque avec le monde d'en bas, je le choisirais plutôt que la montagne, plutôt que lui. L'aurais-tu fait? Monique considéra la question honnêtement. Je ne sais pas. Peut-être. Probablement. La montagne était plus son rêve que le mien. J'ai suivi parce que je l'aimais. Parce que j'étais jeune et en colère contre le monde et que l'isolement semblait être une force. Mais après ton départ, après avoir eu le temps de vraiment réfléchir à ce que nous avions construit et à ce que cela coûtait, j'ai commencé à me demander si nous avions fait le bon choix. Et Nicolas Martin a dû le sentir, car c'est à ce moment-là qu'il a commencé à cacher les lettres, à me couper de toute alternative. C'est du contrôle, dit Sandrine Leclerc. Ce n'est pas de l'amour, maman. C'est du contrôle déguisé en protection. Je le sais maintenant. Je ne le savais pas à l'époque. Ou je ne voulais pas l'admettre, ce qui revient au même. Monique se pencha en avant, ayant besoin que Sandrine Leclerc comprenne. Mais je ne cherche pas d'excuses. J'ai choisi de rester isolé. J'ai choisi de ne pas te suivre quand tu es parti. J'ai choisi de croire que tu m'avais abandonné plutôt que de me battre pour maintenir le lien. C'étaient mes choix, et je les assume. Nicolas Martin a peut-être menti, mais j'ai laissé la solitude devenir une habitude. Je l'ai laissé devenir qui j'étais au lieu de la combattre. Tu es là maintenant, dit Sandrine Leclerc. C'est ce qui compte. Vraiment? Après 30 ans d'absence, puis-je vraiment me présenter et m'attendre? La voix de Monique se brisa. J'ai tout manqué. Ton mariage, la naissance de Manon Moreau, le cancer. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Et je ne peux pas rattraper ce temps. Je ne peux pas réparer les dégâts. Je ne peux pas être la mère que j'aurais dû être. Non, acquiesça Sandrine Leclerc. Tu ne peux rien réparer de tout ça. Le passé est passé. Mais maman, j'ai passé 20 ans à être en colère. Puis 10 autres à apprendre à laisser tomber. J'ai fait le travail, je suis allé en thérapie, j'ai fait la paix avec le fait d'avoir une mère qui a choisi l'isolement plutôt que moi. Et ouais, maintenant je découvre qu'une partie de cet isolement a été fabriquée par les mensonges de papa, ce qui ajoute une toute nouvelle couche à traiter. Mais je ne suis plus en colère. Je suis juste. Elle s'arrêta, s'essuya les yeux. Je suis juste vraiment contente que tu sois là. Monique sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Un nœud de peur qu'elle portait depuis qu'elle avait commencé à descendre de la montagne. Tu n'as pas à me laisser entrer.
Tu n'as pas à me pardonner juste parce que je me suis enfin présenté. Je ne te pardonne pas parce que tu t'es présenté. Je t'ai pardonné il y a des années. Parce que s'accrocher à la colère me détruisait. Mais le fait que tu te présentes signifie que nous pouvons peut-être construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'efface pas le passé mais qui ne laisse pas le passé tout définir non plus. Ils restèrent assis en silence un moment. Le poids de 30 ans pesant sur eux deux. De la cuisine venait le son du rire de Manon Moreau et la voix plus grave de Stéphane Bernard répondant à quelque chose qu'elle avait dit. Des sons normaux, des sons de famille. Des sons que Monique s'était refusés pendant des décennies parce qu'elle avait cru qu'ils ne lui étaient pas accessibles. La bougie, dit Monique, dans la fenêtre. Nicolas Martin a écrit que tu gardais une bougie allumée. Chaque nuit, confirma Sandrine Leclerc. Pendant 23 ans. J'ai arrêté les lettres, mais je ne pouvais pas arrêter la bougie. Je ne pouvais pas tout à fait abandonner l'espoir qu'un jour tu descendrais et la verrais. Que tu saurais que j'avais laissé la lumière allumée pour toi. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais entendue. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais faite, rétorqua Sandrine Leclerc. Mais c'est fini maintenant. Tu l'as vu. Tu es venu. L'attente est terminée. Manon Moreau fit irruption dans la pièce, portant une assiette avec du pain frais tranché et du beurre. Papa dit que la nourriture aide les conversations difficiles. Est-ce une conversation difficile? Parce que vous avez toutes les deux l'air tristes. Monique ne put s'empêcher de sourire. C'est une conversation nécessaire. Parfois, elles sont difficiles, mais elles valent la peine d'être eues. Tu restes? Demanda Manon Moreau, s'installant par terre avec l'assiette. Ou tu dois retourner à ta montagne? C'était la question que Monique avait évité de se poser. Elle regarda Sandrine Leclerc, vit la même question dans les yeux de sa fille. Je ne sais pas, dit honnêtement Monique. J'ai vécu sur cette montagne pendant 30 ans. C'est la seule vie que je connaisse maintenant. Mais je viens aussi de passer 3 jours à apprendre que la vie que je pensais connaître était construite sur des mensonges et de la peur. Alors je ne sais pas ce qui va suivre. Je ne sais pas comment être autre chose que ce que j'ai été. Alors peut-être, dit prudemment Sandrine Leclerc, tu pourrais rester un moment. Réfléchir. Rencontrer ta petite fille correctement. Nous laisser apprendre à nous connaître tels que nous sommes maintenant. Pas tels que nous étions il y a 30 ans. J'aimerais ça, murmura Monique. J'aimerais beaucoup ça. Manon Moreau sourit, un sourire aux dents de lait qui rappela douloureusement à Monique Sandrine Leclerc enfant. Bien, parce que j'ai tellement de questions sur la vie dans les montagnes, et papa dit que Google ne compte pas comme une vraie source. Stéphane Bernard apparut dans l'encadrement de la porte, s'essuyant les mains sur un torchon. Le dîner est prêt. Ce n'est pas grand-chose, mais il y en a beaucoup. C'est généreux de votre part, dit Monique en se levant. D'accueillir une étrangère dans votre maison. Vous n'êtes pas une étrangère, dit simplement Stéphane Bernard. Vous êtes la mère de Sandrine Leclerc. La grand-mère de Manon Moreau. La famille n'exige pas de dîner de luxe. Elle exige juste de se présenter. Et voilà, pensa Monique. La simple vérité qu'elle fuyait depuis 30 ans. La famille exigeait juste de se présenter, d'être présent, de faire le choix jour après jour de rester connecté. Même quand c'était difficile, même quand l'isolement semblait plus facile, même quand la peur murmurait que l'amour ne menait qu'à la douleur. Elle les suivit à la table à manger, Ombre s'installant contentement sur le porche extérieur, et pour la première fois en 15 ans, Monique Dubois s'assit pour un repas avec sa famille. La nourriture était simple mais bonne. La conversation était prudente, se frayant un chemin autour de décennies d'absence, mais authentique. Manon Moreau comblait les silences avec des questions sur la vie en montagne, et Monique se surprit à répondre, à raconter des histoires auxquelles elle n'avait pas pensé depuis des années. Et dans la fenêtre, la bougie continuait de brûler, n'attendant plus, simplement présente, une lumière dans l'obscurité qui avait enfin servi son but. Plus tard dans la nuit, seule dans sa chambre, elle ouvrit le carnet qu'elle avait ramené de la montagne. Ses pages étaient principalement blanches, témoignage des années où elle avait cessé d'avoir quoi que ce soit à dire. Mais elle avait des choses à dire maintenant, des histoires à préserver, une sagesse à transmettre, des excuses à faire et de la gratitude à exprimer. Elle écrivit « Je m'appelle Monique Dubois, et pendant 30 ans, j'ai vécu seule sur une montagne, croyant que l'isolement était une force. J'avais tort. La vraie force,
c'est de se présenter quand on a peur. Le vrai courage, c'est de choisir la connexion, même quand ça fait mal. La vraie sagesse, c'est de connaître la différence entre la solitude et l'isolement et de choisir celle qui mène à la croissance. Ceci est pour Manon Moreau, pour qu'elle comprenne d'où elle vient. Ceci est pour Sandrine Leclerc, pour qu'elle sache que je vois sa grâce et que je suis reconnaissante. Ceci est pour Nicolas Martin, qui s'est trompé mais a essayé à sa manière de réparer les choses. Et ceci est pour moi. Pour que je me souvienne qu'il n'est jamais trop tard pour descendre de la montagne et rentrer à la maison. Demain, j'apprendrai à ma petite fille les traces de renard. Je boirai un café avec ma fille et planifierai les repas de la semaine prochaine. J'aiderai Stéphane Bernard dans son atelier et j'apprendrai quelque chose sur le bois, l'artisanat et la satisfaction de construire quelque chose de beau. Et je continuerai de choisir cela. De choisir la présence plutôt que l'absence. La famille plutôt que la peur. L'amour, même s'il est compliqué, désordonné et parfois douloureux. Parce que certains choix valent la peine d'être faits chaque jour. Et celui-ci, enfin, est le mien. Elle ferma le carnet, éteignit la lumière et s'endormit au son de la respiration de sa famille dans les pièces voisines. Ombre soupira et s'installa au pied de son lit, veillant pendant qu'elle se reposait. Et dans la fenêtre, la bougie que Sandrine Leclerc avait gardée allumée pendant 23 ans était froide et sombre, son but enfin accompli. L'attente était terminée. La lumière avait fait son travail. Maintenant, ils pouvaient tous simplement vivre.